enfin, Coucou. tu te fais désirer. Eh ouais, j'étais à Voilà. l'entraînement, moi. C'est pas une raison pour être en retard. C'est vrai, t'as raison. Bon, alors attends, je règle tout. La préparation mentale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Wow, c'est? vaste sujet. La préparation mentale, c'est le fait de, tout simplement, je dirais, de prendre le contrôle de son cerveau, en fait. Et ouais, euh, de faire en sorte qu'il fasse ce qu'on a envie qu'il fasse, Mhm. et non pas ce qu'il veut faire, en plus sans qu'on en ait conscience. La préparation mentale, c'est aussi ce qui va nous permettre d'être efficace le moment voulu, parce que on peut se préparer parfaitement techniquement, physiquement, avoir eu l'impression de faire tout ce qu'il fallait pour réussir pour un spectacle, pour un concours ou autre, et puis Ouais. finalement avoir oublié ce paramètre qui est notre cerveau, qui va, si on ne le contrôle pas, peut-être dérégler et, euh, et, euh, et venir perturber tout le travail qu'on a fait auparavant. Comme Donc, par c'est bien exemple. de travailler pour avoir un joli pied, Ouais. une belle élévation, être bien en dehors. Mais si le moment venu, à cause de lui, là, on n'est pas capable une fois sur scène de montrer tout ça, bah, c'est dommage. Qu'est-ce qui peut se passer, par exemple, avant de monter sur scène ou quand on est sur scène qui change tout? Ouais. En fait, les trois éléments sur lesquels on travaille beaucoup en préparation mentale, ce sont nos émotions, nos pensées et notre dialogue interne, la petite voix qu'on a là-haut et qui nous parle. Mhm. Et, et en fait, un de ces trois éléments peut être bien aligné avec les autres et venir tout perturber. Par exemple, on connaît le stress, qui n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais qui peut le devenir si il génère d'autres émotions, s'il génère des pensées négatives, et tout ça va créer une espèce de chaîne comportementale Ouais. qui va faire que au moment de monter sur scène, on va plus oser, on va douter, et on va pas être capable, ou alors on va être simplement déconcentré ou préoccupé par tellement de choses qu'on va pas pouvoir exprimer les émotions qu'on voudrait retransmettre, le côté artistique, etc. Ça me rappelle un ami qui, à une époque, éteignait son téléphone le matin d'un spectacle Ouais, pour éviter oui, oui, toute oui, mauvaise nouvelle qui pourrait ouais, ouais, complètement l'empêcher de danser le soir, quoi. ouais, toute distraction, parce que on a Mais beaucoup. j'avais l'impression, excuse-moi de te couper, mais j'avais l'impression pour moi que c'était bon, c'était l'étape numéro un, il se connaissait assez pour savoir que ça allait le perturber sur scène et donc c'était important. Mais je trouvais que c'était un peu mettre un pansement en fait, parce que est-ce que tu peux vraiment vivre toute ta vie en éteignant ton téléphone le matin? Ouais, 2 heures avant, 3 heures avant, je pourrais comprendre. Mais tu vois, le matin, ça fait quand même beaucoup de choses auxquelles tu peux, à côté desquelles tu peux passer, quoi. c'est certain. Ouais. Ouais. Mais Qu'est-ce que bon, t'en penses? sans doute que lui, il considérait son téléphone et donc au travers de son téléphone les autres comme un élément potentiellement qui créerait une distraction par rapport à sa concentration. Mhm. Alors après, c'est déjà positif, comme tu l'as dit, qu'ils se connaissent assez pour en avoir conscience. Mais après, oui, je pense qu'il y a d'autres choses à mettre en place pour éviter, parce qu'il peut passer à côté effectivement d'informations importantes et, euh, et voilà, ouais, c'est particulier. Ouais. Mais Puis comme tu disais, le but de la préparation mentale, c'est de, de savoir se gérer, en fait. Donc l'idée, ce serait pas aussi de savoir gérer ces mauvaises nouvelles au point où ça nous perturbe pas ouais, pour monter sur scène. ouais. Après, ces mauvaises nouvelles, ça peut être, c'est pas forcément des mauvaises nouvelles, ça peut être juste. Non, dans ce cas-là, c'était pour cause de mauvaises nouvelles. Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais. Des Non, mais petites, hein, des petites qui, enfin, parce que bon, les grosses mauvaises nouvelles, ça reste des grosses mauvaises nouvelles. On peut se préparer, mais elles auront forcément un impact assez fort. Mais les petites contrariétés, il avait du mal à les gérer, donc il préférait bah, les éviter ce jour-là. ouais, ouais. Mais ouais, c'est déjà un premier réflexe salvateur, mais effectivement, comme tu le dis, c'est un pansement en fait. J'ai C'est une autre pas. question, parce que là, on parle de spectacle, on parle de compétition. Est-ce que la prépa mentale, c'est que... Je connais déjà la réponse. Hein. Est-ce que la prépa mentale, c'est que pour préparer pour ces gros événements? Non, vraiment pas.
Vraiment pas. Et ce serait un peu... Enfin, c'est très illusoire de se dire, je vais aller voir un préparateur mental 2 semaines avant un gros événement pour, comme c'était de la magie. Non, 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 au contraire, la préparation mentale, c'est pour travailler aussi sur le long terme. Et bah, de la, je prends toujours cette analogie parce que c'est évident, mais de la même manière qu'on ne prépare pas une variation 1 semaine avant de monter sur scène, on doit travailler plein de choses en amont, sur le plan physique ou autre, technique. Et ben, là, c'est pareil. Donc, la préparation mentale, c'est pour développer tout plein d'habiletés, la confiance en soi, la motivation, tout plein de choses, gérer ses émotions, avoir une petite voix positive, savoir se concentrer, parce que juste la concentration, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez évident, mais non, il y a plein de types de concentration, etc. Et donc, on fait de la préparation mentale, d'une part pour développer ses habiletés pour le long terme, pour toute une carrière, toute une vie, parce que c'est quelque chose de transversal dont on va se servir dans toutes nos autres activités. Et d'autre part, on n'attend surtout pas le dernier moment pour en faire. Et on n'attend pas non plus que ça n'aille pas bien pour en faire. C'est dommage, en fait. C'est juste dommage parce que le fait de travailler en amont, et notamment quand on est jeune, ça permet justement d'éviter de développer des choses qui seront un petit peu plus difficiles après à modifier. Donc c'est exactement comme la préparation physique en fait. Parce que je vois l'analogie que tu dis, c'est comme préparer une variation, mais en réalité la variation on ne commence pas à la préparer même 1 mois, 2 mois avant. C'est le premier jour de notre entraînement qu'on a commencé à la préparer cette variation. Exactement. Et le premier jour où on a commencé la danse finalement. ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Sauf que, hélas, on en parlait aussi l'autre fois, mais en France, on ne considère pas trop le côté mental de la performance. Et puis, bah, il y a aussi de fausses idées, des croyances qui font que, bah, déjà, on a l'impression qu'on s'attaque à la préparation mentale quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et puis, ça fait un peu peur aussi parce que préparation mentale, il y en a qui font un amalgame entre préparation mentale et psychologie, etc. Et des fois, ça peut être un frein, ça peut faire peur. Alors que dans tous les pays anglo-saxons, dans toutes les équipes, dans tous les pôles auprès des jeunes, il y a le côté mental est tout de suite abordé et travaillé et développé, quoi. Ouais. Et c'est ce qui Quels fait sont les avantages qu'on peut tirer d'une préparation mentale efficace? Quelle différence on pourrait voir entre j'en fais pas forcément un point essentiel de ma préparation et quelqu'un qui l'utiliserait de manière régulière? Ouais. Il y a tellement de choses, mais il y a Bah plein ça, de c'est bien, t'as fait Sciences Po, tu vas me faire une analyse résumée. C'est pas mon fort la synthèse, mais bon, c'est vrai que j'ai appris à aller. Non, mais alors, je vais donner quelques points, mais il y en a tellement. Mais alors, évidemment, il y a le fait de devenir beaucoup plus performant sur toutes ces habiletés mentales propres. Apprendre à mieux se concentrer, développer la confiance en soi, voilà. Enfin, ok, prendre le contrôle de son cerveau, etc. Mais il y a aussi au-delà de ça, il y a comment ça rejaillit dans son entraînement au quotidien. Parce que, par exemple, faire de la préparation mentale, c'est aussi vraiment se questionner sur ce qu'on veut, sur du coup nos objectifs, sur comment on va faire pour les atteindre, pas que ça reste juste des idées vagues, mais vraiment avoir un vrai plan d'attaque pour les atteindre. Sur comment ceci va se traduire dans des intentions au quotidien. Et donc, pour moi aussi, la différence entre quelqu'un qui fait de la prépa mentale et quelqu'un qui n'en fait pas, c'est le fait d'arriver chaque jour en cours avec des intentions très très claires, en sachant ce qu'on va faire du cours, et du coup en n'étant plus du tout uniquement dépendant du professeur, par exemple, et de ses éventuelles corrections, mais d'avoir aussi nos propres objectifs à travers le cours, et ce, chaque jour. Donc en fait, chaque jour devient vraiment un petit pas qui va nous rapprocher de ce grand objectif. Donc en fait, faire de la préparation mentale, c'est aussi devenir plus autonome et plus responsable. Ouais. Et ce, dès le plus jeune âge, hein, ça ne concerne pas que les plus grands. Et puis, ça permet
comment dire, de mieux digérer toutes les difficultés auxquelles on a à faire face, de les anticiper même, euh, de perdre moins de temps, évidemment. Et puis après, ben, ce à quoi on pense tout de suite, c'est d'être beaucoup plus efficace quand on est sur scène, en l'occurrence pour un danseur. Et finalement, d'être capable de réduire l'écart entre ce qu'on est capable de faire dans un cours, parce qu'on connaît des danseurs qui sont très très forts dans un cours et qui, quand ils vont monter sur scène ou quand ils vont être en situation de concurrence, vont perdre leurs moyens. Et c'est super frustrant parce qu'ils ne seront pas capables de montrer leur réel potentiel. Et comme tu dis, ça peut être juste être en mode de compétition, en fait, parce que je connais aussi des danseurs, par exemple, qui sont très très bons sur scène en spectacle, mais par contre, dans une audition, une compétition, c'est plus les mêmes. C'est ça. Donc, c'est pas le fait d'être sur scène qui leur gêne, Non. Je devrais pas dire qui les gêne, qui fait une différence dans leur comportement. Ouais, oui, c'est peut-être le fait d'être comparé, d'être jugé, qu'il y a un objectif, enfin, bah, des fois tu vas miser toute ta carrière sur une audition ou quoi, donc il y a un véritable enjeu et des fois c'est cet enjeu aussi qui crée toutes ces tensions. Et voilà, la préparation mentale, ça a vraiment pour objectif de te permettre d'être le même tout le temps, quoi, de montrer ta valeur tout le temps. Et d'être heureux de sa propre performance. Et ton bien-être, ouais. Et ton bien-être aussi, de vivre les choses agréablement et d'être capable d'apprécier les réussites aussi, ça c'est important. C'est pas, c'est pas juste faire face aux difficultés, mais c'est aussi apprendre à savourer ses réussites parce que c'est de ça que se nourrit aussi la confiance et l'estime de soi. Donc, ouais, beaucoup de choses. Question piège. Ouais. Ça met combien de temps pour voir une différence? Combien de temps pour qu'il y ait une différence? Ouais. Alors, ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est pas de la magie, parce que bah, certains pourraient vendre un petit peu du rêve et de la magie, mais c'est pas de la magie. Pour vraiment prendre le contrôle de son cerveau, ça demande du temps parce que, bah, en premier, il faut apprendre à se connaître. Et finalement, des fois, on ne se rend même pas compte de tout ce qui tourne dans notre tête, de ce qu'on se dit. Et, donc, avoir accès à ça, avoir accès à ses émotions. Ensuite, comprendre qu'est-ce qui va nous aider, qu'est-ce qui va au contraire nous freiner. Donc, il y a déjà le fait d'avoir accès à ces éléments de notre cerveau. Et puis après, apprendre à utiliser des outils, à trier, à voir ceux qui vont nous servir. On a tous des préférences par rapport au sens qu'on utilise, par rapport aux outils qui vont vraiment être efficaces pour nous. Donc, ça demande de l'expérimentation pendant les cours, mais aussi dans des situations à fort enjeu. Donc, tout ça fait que ça demande du temps pour au final arriver à quelque chose de vraiment être apte à, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à produire ce qu'on a envie de produire dans n'importe quel contexte. Mais par contre, si ça demande du temps, on a aussi très rapidement déjà des premiers, comment dire, des premiers avantages, des premiers bénéfices. Parce que ça va très vite quand on passe de pas grand-chose à tout de suite prendre conscience d'eux. Et en fait, moi, souvent, mes coachés, ce que je trouve le plus génial, c'est que d'un seul coup, ils ont accès à toute une autre dimension de leur entraînement, de leur performance, de leurs rêves. Et d'un seul coup, ça leur permet aussi de se sentir tellement plus fort par rapport aux autres. Parce qu'ils se disent, waouh, tout ça, c'était ignoré jusqu'à présent. Moi, je commence à prendre conscience de ça, mais la plupart de ceux qui sont autour de moi, ils ne savent pas du tout. Donc, pour eux, c'est une véritable plus-value. Et donc, très, très rapidement, il y a quand même... il y a déjà des progrès, en fait. Ce que j'ai souvent entendu, c'est un sentiment une confiance en soi qui venait d'un sentiment d'utilité, en fait. Parce que de mettre des intentions derrière leurs entraînements, alors je mets dans l'entraînement le cours de danse, ça leur permettait de se rendre compte que, comme tu as dit, c'est une étape sur mon chemin, et donner un sens, en fait, à ce cours, qui n'est pas juste je dois faire mon cours tous les jours parce qu'on m'a dit que, et pas juste qu'on m'a dit que, je sais que c'est important de faire mon cours tous les jours, mais tout d'un coup je le vois comme quelque chose de vraiment utile parce qu'il a sa place dans mon parcours global.
Exactement. Et j'avais souvent remarqué que tout ce discours était aussi lié à un vrai sentiment de confiance en soi, parce qu'il y a tous les éléments dont tu viens de parler, en fait, Ouais, qui et se mettent parce en que place. ouais, grâce à ça, en fait, tu te mets à valoriser le processus plus que juste le résultat Le final. résultat, ouais. Tout ça, c'est pour un résultat final, mais tu es dans un processus. Donc, tu peux que avoir confiance parce que tu sais que ton travail va t'y amener, parce que tu sais que tu as, tracé un chemin et tout ça, oui, ça nourrit la confiance. Et puis, ça t'enlève le sentiment de dépendance à un seul professeur. Et ça, c'est super important. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, tout d'un coup, le professeur, il est utile à nous, on n'est plus dépendant du professeur, il y a une relation Ouais. qui va dans les deux sens, finalement, qui se met en marche. Et ça, c'est super important parce qu'on sait bien que quand on est dans une classe, il y a beaucoup d'élèves, que le professeur ne peut pas tous nous regarder en même temps, que parfois, évidemment, certains professeurs vont passer plus de temps avec certains élèves que d'autres. Donc, si on n'est pas armé mentalement, on va commencer comment dire, à réfléchir, à trouver des justifications. Là-haut, ça tourne, il y a des pensées qui s'enchaînent. Mais pourquoi il ne me regarde pas? Pourquoi il ne me comprend pas? Pourquoi c'est toujours l'autre, etc. Et tout ce temps, penser à pourquoi, eh ben, on n'est pas centré sur ce qu'on est en train de faire, sur chaque intention qu'on met derrière chaque geste. Et ça, multiplié par tous ces jours, tous ces entraînements, toutes ces heures, ben, ça fait une vraie différence. Ouais. Rentrons dans les choses pratiques. Les questions. Questions du public. J'aime les questions du public. Salut Jamel. Oh Ah, bah non, il dit salut coach Stéphanie. Non mais ça va pas mais ça. oui, Jamel, c'est un athlète Salut Jamel. de l'équipe d'Algérie, un karatéka. Ahlan wa sahlan. Pourriez-vous expliquer un peu plus les programmes différents d'IBA? Ouais, ok. Alors, moi, je travaille de deux manières avec DBA. D'une part, la manière, on va dire, classique, c'est-à-dire le coaching individuel. Donc, ça, je pense que tout le monde voit à peu près ce que ça peut être. Donc, j'accompagne un danseur soit par rapport à un objectif important, soit par rapport à un problème ou un point sur lequel il veut évoluer. Et puis, à côté de ça, il y a quelque chose d'un peu plus, comment dire, typique de DBA, de la méthodologie DBA, qui sont les coachings collectifs. Où là, donc c'est ouvert par programme. Un programme traite un thème. On a travaillé à partir du mois de septembre sur construire une roadmap pour, justement par rapport à la fixation d'objectifs, etc. Ensuite, là, on est en train d'achever le programme qui est lié à la gestion des émotions pour faire de ces émotions des forces. Et puis, on va débuter un nouveau programme sur la confiance en soi, justement. Le fait de bâtir sa confiance, de la développer et de repousser ses barrières. Donc, en fait, ces programmes-là, ces coaching collectifs sont ouverts par thème. Et en fait, on traite un thème en 4 à 6 sessions. Plutôt 6 que 4 d'ailleurs. J'allais dire. Pour le moment, ça plutôt que 6. Ouais, c'est Les ça. 6 sessions, elles sont toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois? On fait une session toutes les 2 semaines. On a commencé avec une session toutes les semaines, mais c'était à la fois lourd pour tous ces talents qui ont un investissement à fond dans la danse et qui ont un rythme soutenu. Et en plus, ça ne nous laissait pas assez de temps entre chaque session pour qu'ils aient pu mettre en pratique et que j'ai des retours intéressants pour qu'on continue à bâtir les choses. Donc ça veut dire 12 semaines de travail. Ouais. C'est génial, ça. Et ils ont pas mal de travail entre chaque session. Voilà, et donc c'est des sessions collectives, les groupes, des groupes de 6 à peu près, dans lesquels sont mélangés des artistes et des sportifs, donc des danseurs, des musiciens, des sportifs, tous qui pratiquent, qui sont sur un chemin d'excellence et qui ont vraiment des réels buts et une envie de progresser. Donc c'est super enrichissant cette mixité d'univers. Ouais. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Non, voilà. Et ah oui, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que le fil rouge de ces programmes de coaching collectif, c'est qu'à la fin, l'objectif est que chaque talent ait construit sa propre routine de performance.
c'est-à-dire pour chaque moment à fort enjeu. Donc, on a dit que ce soit une audition, un examen, un concours, juste un spectacle. Chaque talent construit sa routine avec à chaque moment clé de cette échéance les outils mentaux qu'il va pouvoir utiliser, les sentinelles qu'il va mettre en place pour être alerté s'il y a quelque chose si son cerveau est en train de partir dans une mauvaise direction, et bim, tout de suite les outils qu'il va pouvoir mobiliser parce qu'il les a travaillés pour reprendre. Bah, en fait, comme on a une routine d'échauffement en général, eh ben, on a une routine mentale. Voilà, donc ça c'est le fil rouge entre tous les programmes. Marius dit tous les programmes sont tellement enrichissants. Est-ce qu'il les a tous faits? Ah, il en a déjà fait pas mal. Hein. Il en a déjà fait pas mal. Hein. On a travaillé sur la roadmap et donc la fixation d'objectifs. On a travaillé sur la concentration, sur la confiance en soi, la visualisation. On est sur la gestion des émotions. Ouais, c'est pas mal. Voilà, si vous avez des questions, demandez à Marius. Ouais, Marius. Marius, il teste tout. Talent d'IBA au top. Il a tout fait. Alors attends, j'ai des questions très très intéressantes de Katia. Celle-là me semble très intéressante. Comment travailler sur sa santé mentale si je n'ai pas la possibilité de travailler avec un coach? Ouais. Ben, et je dirais que déjà, tout ce qui concerne le mental et une manière de progresser, c'est déjà d'avoir la bonne attitude. Ça veut dire que bah, déjà le fait d'apprendre, de lire beaucoup, de s'enrichir de plein de choses, ça c'est quelque chose qui va faire progresser et mettre dans un bon état d'esprit. Après, bah, sans coach, c'est un peu difficile. Je dirais, oui, lire, ça c'est important. Il y a plein d'ouvrages qui sont intéressants. Et après, partir à la recherche de son inconscient, de son cerveau. Mais c'est pour ça que c'est compliqué, parce que c'est des choses qui sont souvent inconscientes et c'est important d'être un petit peu guidé pour avoir accès à ce qui se passe dans sa tête. C'est sûr qu'il y a beaucoup de livres, dès qu'ils sont moins bons que d'autres. Ouais. Mais bon, c'est une problématique assez connue. Un bon coach, ça coûte un certain prix. C'est un investissement. Et je pense que c'est un petit peu comme l'autre Stéphanie expliquait pour la nutrition. Finalement, trouver un bon coach, c'est un investissement pour l'avenir. Et si vous trouvez un bon coach, finalement, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez devoir travailler pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Un bon coach, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est quelqu'un qui va vous donner des clés d'autonomie rapidement. Et en fait, souvent, quand on revient vers son coach, c'est pour d'autres choses. C'est pour faire des petits checks de temps en temps, mais une fois qu'on a travaillé sur une problématique, normalement, on n'a pas besoin de revenir vers son coach. Non, c'est ça, on est autonome. Alors même si, bien sûr, on évolue, mais du coup, comme tu dis, on a les clés pour pouvoir avoir conscience de son évolution. Donc, après, de toute façon, pour acheter beaucoup de livres de prépa mentale, comme tu le dis, c'est rare de trouver vraiment le livre adéquat. Et puis, un livre, ça reste un livre. Et c'est pas évident. Enfin, vraiment, je pense que. Ça serait bien, n'empêche, que tu fasses une petite revue de livres qui sont recommandés. Ouais. Moi, je t'ai vu. Surtout, je sais pas s'il y en a beaucoup en français. Parce que tu vois, j'ai fait un effort, j'ai fait le live en français. Ça serait bien, je pense, en fait, d'avoir une librairie en fait à recommander sur le sujet en français. Ouais. Alors après, à chaque fois avec. J'ai pas encore trouvé le livre magique. Enfin, si, c'est celui que je vais écrire. Mais, voilà. Non, mais je veux dire, moi j'ai plein de livres, mais j'en utilise certains pour telle chose, d'autres pour. Voilà. C'est compliqué. Soit ils sont très très pratiques, mais si t'as pas la base théorique quand même qui sous-tend un petit peu la pratique, tu peux pas être autonome. Parce qu'ils sont trop théoriques et tu te perds. Mais ouais, on va faire ça. Allez, une petite sur la liste de choses à faire. J'aime bien celle-là.
Une autre question de Katia. Katia, elle nous a posé plein de questions. J'adore. Merci, J'espère Katia. qu'elle comprend le français, cependant. Ah. Sinon, je la contacterai personnellement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire quotidiennement pour améliorer certains aspects de sa santé mentale? Très Oui, pratique comme question. oui, oui, bien sûr. Euh, bah, enfin, il y a plein de choses, mais ok. Euh, déjà, Allez, tes 3 choses préférées. Soyons concrets, pratiques, directs. ok. Alors déjà, faire attention à la manière dont on se parle à soi-même. Mhm. Parce que notre cerveau n'a pas la capacité de faire la différence entre la réalité et ce qu'il se dit. Donc, s'il se dit, si vous faites un exercice et d'un seul coup vous dites oh, mais je suis nulle, bah, pour votre Ça cerveau, n'arrivera jamais. voilà. Donc, il n'y a pas de. Donc, si. Donc le truc à bannir, c'est je ne sais pas sauter, je ne sais pas tourner. Ouais, bah, parce qu'en Des plus, choses ça, comme ça. ça apporte rien, quoi. C'est pas constructif du tout. Et ça ancre une croyance et après, ça devient de plus en plus difficile. Donc, en fait, c'est juste. Il faut pas vous dire à vous-même des choses que vous diriez pas à votre meilleur ami, quoi. Donc, il faut se parler en ami. C'est un peu trivial, mais c'est un conseil voilà, Mhm. assez facile à C'est appliquer. pratique. Donc, bah, déjà, prendre conscience de comment vous parlez. Est-ce que vous dites il faut, euh, il faut que je réussisse ou je dois absolument. Donc là, ça renvoie à quelque chose qui est imposé par une force extérieure. Ça, c'est pas bon non plus. Se parler je ne dois pas faire ceci quand on utilise quelque chose de négatif, c'est pas bon non plus. Donc, bon, il y a plein de petits codes comme ça. Mais en tout cas, essayez d'être votre meilleur ami. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de vraiment prendre le temps de savourer ses réussites, même si ce sont de petites réussites. Le top, c'est chaque jour de faire un petit point. Si vous sortez d'un cours de danse, toujours faire un petit point. Ok, forcément, vous allez vous centrer sur ce qui n'a pas fonctionné. Je n'ai pas réussi à tourner, je n'ai pas réussi à faire ceci, etc. Mais c'est important aussi, chaque jour, de faire l'effort. Marius est bien placé pour le savoir. De trouver au moins 3 choses qui sont bien passées pendant le cours, que vous avez appréciées, dont vous pouvez être fier. Et même si ce sont de toutes petites choses. Parce que ça permet de rentrer dans une routine qui fait que on apprécie aussi des choses positives qu'on était capable de faire et ça a un impact super important sur la confiance en soi. Et si je peux ajouter, ça va au-delà de la confiance en soi. Euh, Se rappeler des choses qu'on fait bien, c'est aussi un moyen de continuer à le faire. Moi, j'ai vu beaucoup de cas, et surtout dans la danse, en fait, parce qu'on est très habitué à se focaliser sur ce qu'il faut changer, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut changer. Et je me retrouve parfois avec des danseurs qui avaient des super belles qualités de danse, mais comme ils n'en étaient pas forcément conscients, et ben, elles disparaissent au bout d'un moment. Et c'est Donc, dommage. ce dont tu parles, c'est extrêmement important pour ancrer aussi toutes les belles capacités que vous avez, même si elles sont juste naissantes, même si vous n'êtes pas encore complètement satisfait, mais se rendre compte, par exemple, que ah bah, je commence à mieux avoir mon en dehors de la cuisse, par exemple, c'est un moyen de continuer sur ce chemin. Oui, et tu as complètement raison. Et il ne faut pas oublier aussi que, bah, par exemple, si tu es amené à auditionner pour une compagnie ou quoi, est-ce qu'on va te prendre par rapport aux défauts que tu n'as pas ou plutôt par rapport à tes À qualités? tes qualités, ouais. Et Voilà, donc, il faut savoir quelles sont ses qualités pour savoir les mettre en avant. exactement. Donc, c'est super important. C'est Et tu m'as demandé 3 choses. Donc, la dernière, je dirais, on a dit la petite voix, se parler vraiment en tant qu'ami. On a dit prendre le temps de savourer les choses qu'on a réussi à faire. Mhm. Et je dirais, bah, la dernière, c'est juste le fait de se fixer des objectifs chaque jour, avant chaque cours. Des petits objectifs, pas des choses qu'on ne pourra pas réaliser en un cours, mais et d'attendre que le professeur nous dise ce qu'on a à faire. Il faut Mhm. aller dans un cours avec ses propres objectifs, ses propres intentions. Et c'est ça aussi qui permet de faire un débriefing efficace à la fin de chaque cours. Ok, je voulais réussir ça, est-ce que j'ai réussi ou pas? Donc voilà, c'est ce qui me semble les 3 choses J'adore. que tout le monde peut faire facilement. J'ai pris des notes pour Katia au cas où elle est pas là. Super. Moi, je branche mon téléphone. Hop, c'est bon. Ah, c'est ça, t'as plus de batterie. Ouais, Alors, question ouais. de Jamel. Tu préfères un coach qui fait
toutes les choses ou bien un spécialiste d'une seule chose? Ah, le généraliste ou le spécialiste? Très bonne question. Alors, je pense que Jamel, il pose la question par rapport. Jamel, c'est un karatéka. Et je pense qu'il pose la question si est-ce que c'est mieux d'avoir son prof de danse, par exemple, qui soit aussi. Qui puisse s'occuper du mental et du physique. Alors, je pense que. je- J'aurais tendance à dire que. J'aime pas faire des généralités, mais j'aurais tendance à dire qu'à très très haut niveau, c'est difficile d'être un coach archi performant dans tout, parce que ça devient très très pointu et c'est le détail qui va faire la différence. Mais par contre, en tout cas, ce qui concerne le mental, euh, ce serait tellement bien si les professeurs de danse, les entraîneurs, étaient un petit peu éveillés, en tout cas, à tout ce qui est mental. Alors, pas forcément pour développer le mental de leurs élèves, mais au moins pour ne pas leur nuire. Parce que, hélas, souvent les professeurs, ils n'ont pas du tout conscience du poids, de l'impact, de leurs remarques, de leur Bah, silence. j'espère quand même que s'ils le font, c'était pas pour nuire. Non, 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 Ça non, part forcément d'une enfin, bonne intention. j'espère. Mais, mais des fois, même en essayant d'être bienveillant, ça peut avoir des Ouais. conséquences. Voilà, juste un mot. Et le fait qu'il y ait cette méconnaissance, C'est par ignorance, manque d'information, ouais. voilà, ce manque de formation, enfin, ça a des conséquences graves, hein, même. Hein. Franchement. Donc, Tu comptes faire une formation pour les professeurs un jour? ouais, 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 c'est vraiment quelque chose. Oui, oui, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler. D'ailleurs, dans le prochain Raise the Bar, j'ai prévu de faire un petit chapitre dédié aux professeurs. Ah, génial. Bah oui, parce que c'est bien de c'est bien de travailler avec les élèves, mais autant aussi s'attaquer à la source. Ouais, bah oui. Donc, pour répondre à Jamel, je pense que à très très haut niveau, un spécialiste de chaque domaine, ça me semble être cohérent. Nécessaire, ouais. Mais je pense qu'un bon coach, il doit être quand même, en tout cas, éveillé à tous les domaines de la performance. Mm. Ouais. Anatomie, nutrition, prépa physique, prépa mentale. Ouais, pour éviter de faire des bêtises. Ouais. Et je pense aussi ça permet, en tant que préparateur, de savoir où sont ses propres limites et quand est-ce qu'on a tel ou tel athlète, tel ou tel artiste, telle ou telle personne qu'on suit qui devrait voir quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est Ouais. c'est toujours une question un petit peu délicate parce que ça veut dire accepter Oui, sa propre limite. oui, mais ça veut dire aussi être capable, oui, de bien s'entourer, de trouver une équipe. Trouver une équipe. Ouais, ouais. Question de Siloué. Ah, Siloué. Oh, attends, parce qu'elle est un peu trop longue. Comment vaincre le manque de confiance en soi et essayer d'être moins timide chaque jour Ouais, pour pouvoir être au maximum de son potentiel, je suppose. ouais. Une bonne question. Hey Christopher. C'est une bonne question. Il y a beaucoup de karatéka hein, quand même. Je vois ça. Bon, Ah, il représente. C'est parce que les danseurs, ils sont en train de travailler à ce temps-là. tu veux dire quoi que les karatékas ne travaillent pas? Nous, on sort de l'entraînement. Non, mais à 18h45, on se traîne pour les karatékas, c'est la pause Nutella. N'est-ce pas, Iliane? Alors, j'ai oublié la question. Oui, c'est un vaste sujet, mais Vaincre le manque de confiance en soi, essayer d'être ouais. moins timide chaque jour. Alors, donc Siloé, ce qui est important d'abord, c'est de faire l'état des lieux de tes forces et de tes faiblesses. C'est-à-dire de prendre le temps de bien te connaître, mais de manière objective. C'est-à-dire vraiment te dire, OK, quels sont mes atouts? On a dit que c'est important hein, aussi C'est bien parfois de demander aux gens qui te connaissent. Exactement. Une bonne manière de le faire, c'est d'abord tu fais le point toi-même, et puis après tu vas voir des gens qui sont en cours avec toi, tu leur demandes si tu devais me donner une qualité ou deux qualités ou un défaut, deux défauts. Ça peut être avec le professeur, après ça dépend de la relation qu'il y a avec le professeur, mais tu as raison, il faut aussi avoir des avis extérieurs. Pour Tu sais avoir... qu'avec la Dream Team, on commence toujours comme ça et on demande aux autres ce qu'ils pensent des nouveaux venus, par exemple. Ouais.
Et bon, alors uniquement en termes positifs, parce que ça fait partie de comment on accueille les nouveaux venus. Et c'est toujours très intéressant parce que très très souvent, les qualités que les autres voient ne sont pas forcément celles à laquelle la personne avait pensé. Ouais, exactement. Ouais. Donc, Donc non. un état des lieux, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison, c'est une bonne manière. Euh, et une fois que tu as ton état des lieux, du coup, bah, tu connais tes forces, tu connais aussi tes faiblesses. Et du coup, après, il s'agit de mettre en place un plan de bataille euh, pour, ben, pour voir ce que tu vas faire pour travailler sur ces faiblesses. Et, alors après, quelque chose de vraiment construit, hein, avec des deadlines, avec un programme. Qu'est-ce que toi, tu peux faire tout seul? Qu'est-ce que tu peux faire avec ton professeur? De qui tu peux t'entourer, etc. Mais le fait de prendre en charge ces faiblesses fait que déjà ça va te donner confiance. Parce que tu restes pas, comment dire, statique par rapport à ça. Et vraiment, tu mets en place un plan de bataille. Donc déjà, ça a un impact sur la confiance. Euh, ensuite, il y a tellement de choses, mais le fait de prendre conscience, puis de prendre le contrôle justement de tes pensées et de cette petite voix, va aussi avoir un impact énorme sur la confiance. Donc ça, c'est super important. Et enfin, il faut partir à la recherche des croyances. Euh, donc, je sais pas, on peut parler du prochain Raise the Bar Bah, je crois que c'est le prochain race de bar, donc allez-y. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Le prochain Raise the Bar sera sur ce thème-là, sur la confiance, mais plus la confiance en soi, mais plus spécifiquement sur le fait de dégommer les croyances. Donc, les croyances, en fait, je vais pas spoiler hein, le prochain Raise the Bar, mais Non, mais c'est par exemple tous ces danseurs qui se disent bah moi je suis pas un tourneur, moi je suis pas un sauteur, typiquement, ouais. voilà. Moi je Ou suis pas alors, souple, ou la alors jambe jusque là mais je suis pas souple. J'ai ou pas de coup de alors pied donc je danserai jamais. j'ai pas la morphologie pour faire tel rôle, ou je suis pas Ouais. comme ceci pour faire tel rôle, etc. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Alors par contre, juste comme une petite note, hein, la genèse de ce t-shirt, c'est pas vraiment les croyances des danseurs, c'est plutôt les croyances des gens qui les distribuent. On est d'accord. Ouais. D'accord. Mais oui, mais c'est Qui du intéressant. coup après a un impact sur certains danseurs. Et ben voilà, c'est ça le truc, c'est que Siloé, la confiance aussi, comment dire, elle peut être, on l'a vu, mais elle peut être affaiblie par les autres. Les autres, c'est qui? Les autres, ça peut être évidemment le professeur, mais ça peut être aussi les gens qui partagent ton cours de danse, les remarques ou quoi, ou ce que tu peux entendre, ou ça peut être les croyances des autres. Donc, c'est très important aussi pour entretenir sa confiance et la développer, de refuser les étiquettes. Ça, c'est super important. Quand on te dit, ah, mais toi, bah, par exemple, t'es pas un tourneur, bah, c'est très important, ou t'es pas souple, ou t'es pas en dehors, ou je sais pas quoi. C'est très important de s'opposer à ça et de dire, ok, peut-être c'est vrai pour le moment, je suis pas encore très en dehors, mais je suis en train de travailler et je suis en Ça ne train me de... définit pas forcément Ouais, pour parce que la c'est vie. pas une fatalité. En fait, rien n'est une fatalité. Et ça, c'est aussi développer le growth mindset. C'est aussi une manière de. Alors, le growth mindset, c'est valoriser le travail et pas forcément le talent brut. Ne pas penser que les choses sont innées et figées, mais au contraire, bien avoir conscience que tout est en mouvement et que par le travail, on peut tout obtenir. Et donc, avoir cet état d'esprit. Alors, après, ça se décline dans plein de choses au quotidien, mais ça aussi, c'est un gage de confiance. Et d'ailleurs, on pourrait discuter, est-ce que le talent, c'est vraiment quelque chose de foncièrement inné? Enfin, moi, j'aimerais bien que ceux qui nous suivent s'expriment, hein, mais Non, mais ça serait une bonne question pour moi. Après, ça devient une question un peu plus philosophique, mais ouais, je ne suis pas personnellement convaincue que ce qu'on appelle le talent, c'est quelque chose de foncièrement inné. Moi, je vois quand même beaucoup de personnes qu'on décrit comme talentueuses qui, en fait, sont des gens qui, certes, ont certaines capacités, mais qui aussi se donnent les moyens, qui aussi y croient et vont chercher et vont puiser. Et ouais. du coup, comme tu dis, dépassent les limites, etc. Et donc, finalement, on n'est pas du tout dans le dîner, là. On est Tu vois, vraiment dans... j'ai une de mes petites coachées qui est très jeune, hein. Elle a 10 ans, c'est une petite gymnaste, elle fait de la GR. Et elle est géniale, et elle est incroyable. Et sa phrase fétiche, c'est le travail bat le talent quand le talent ne s'entraîne pas. Et ça, j'adore. Ouais.
C'est exactement ça. Je sais plus si c'est une phrase de qui, mais c'est une phrase qui est très souvent utilisée. Et ça décrit beaucoup, beaucoup de choses en termes de mentalité qui te permet d'avancer. Ouais, exactement. Donc, c'est ça, le sujet du prochain Raise the Bar. On Ouais. le filme quand? les croyances, samedi, je crois, non? Samedi, je crois aussi. C'est ça. Après, j'ai la pression parce que du coup, les gens vont savoir combien de temps je mets pour les sortir. Et moi, j'ai la pression parce que je suis pas prête encore. Oh là là! Ouais. En même temps, j'admire ton honnêteté et ta sincérité. Bah oui. Admettre qu'on n'est pas prête, C'est ça. Je reconnais c'est mes l'étape faiblesses, numéro 1. mais j'ai mon plan de bataille pour. T'as ton plan de bataille pour finir? C'est ça. Ah, allez, une petite dernière question. Vas-y. Ah, parce qu'au bout d'un moment, Instagram, il coupe tout. Ah mince. Ok. Je fais attention là maintenant. Ok. Comment s'inscrire à un programme DBA? Oh, c'est très simple. Allez sur le site dbamentaltraining.com et là, tout en haut, il y a un petit, pas un onglet, mais un petit rectangle, inscription au Zoom Mental Training. Et là, il y a juste un formulaire à remplir. Et puis après, une fois que j'ai le formulaire, j'appelle toujours les talents parce que c'est super important pour moi de parler avec eux, de les connaître avant de commencer les programmes. Voilà, donc il y a tout sur le site de DBA. Et le lien, il est dans ta bio? Le lien, il est dans ma bio, exact, merci. T'as le réflexe, toi? Bah oui, parce que bon, dbamentaltraining.com, ça s'écrit en français ou en anglais? Ouais, en anglais. Mais il y a tout dans ma bio. Ouais. Il y a tout dans ta bio, c'est magnifique. Du coup, il suffit juste d'aller sur le profil de DBA by Stéphanie. C'est ça. J'adore le nom d'ailleurs, DBA by Stéphanie. Ah oui. C'est pas très extérieur à ce nom. Hein. Écoute, il y a des gens qui ont des bonnes idées. C'est ça. Marie dit merci. De rien, Marie. Eh ben, écoute, je pense qu'on a répondu à plein de questions aujourd'hui. Il en reste plein, donc il va falloir... Il en reste plein, mais bon, je me dis, on peut en faire un autre de live. C'est ça, avec plaisir. On fait ça? Ok. Eh ben, bonne journée. Non, bonne soirée. Ah oui, t'as raison, bonne soirée. Bon couvre-feu à toute la France. Ouais, c'est vrai. Bonne quarantaine au reste de l'Europe. Et à bientôt. Ouais, ça marche. À très vite. Hein. Ciao.